En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous Alexis Konkobo, ancien journaliste sportif à la RTB, conseiller au Conseil supérieur de la communication. Bonjour, Monsieur Konkobo. Bonjour, Charles Kendrebeogo. Comment vous êtes venu journaliste? Tout a commencé à Radio Burkina. Absolument. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité offerte à ma modeste personne pour m'exprimer sur les antennes de Radio Burkina. Et je vais le dire sincèrement, lorsque je suis dans ce studio, ça me donne des frictions. Je me rappelle un peu mes débuts dans ce métier. C'est ici même dans ce studio et que j'ai porté ma voix sur les ondes. C'était dans les années 1984-85 lorsque j'étais d'abord étudiant. Ensuite, l'amour pour ce métier m'a conduit effectivement à faire mes premiers pas véritablement dans ce studio, je le répète, de Radio Burkina. Donc, convenez avec moi et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui face à vous pour m'exprimer autour de ce métier et dire grandement ma satisfaction d'avoir fait une carrière, je dirais pas qu'elle est grandiose, mais une carrière dans ce métier. Comment je suis arrivé dans ce métier? Je suis arrivé dans ce métier par amour. Par amour, et j'ai eu la chance, depuis le lycée, après mon bac, d'avoir été orienté dans une école professionnelle de journalisme, l'IDAFEC, qui est donc l'Institut africain d'éducation cinématographique, qui formait les journalistes et les cinéastes. Donc, j'ai fait l'apprentissage de ce métier à travers, bien sûr, cette université de Ouagadougou. Et lorsque j'ai fini ma maîtrise à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, naturellement, je ne pouvais que rejoindre la radiodiffusion où j'avais déjà servi en tant qu'étudiant, journaliste stagiaire, et cela m'a permis effectivement de faire au moins 7 ans de micro avant donc d'aller mener d'autres talents du côté de la télévision. Journalisme, pourquoi le choix de journaliste sportif? Oui, c'est ça. Pourquoi avoir opté définitivement pour une spécialisation en matière au niveau donc du sport? Je crois que cela est parti du fait que j'étais un grand sportif. Je crois grand, bon, je peux... Vous avez joué... Voilà, j'ai joué au football dans les quartiers à Abidjan. Quand je suis arrivé ici à Ouagadougou pour mes études universitaires, j'ai été contacté par l'Union sportive de Ouagadougou pour jouer en première division du championnat burkinabé de première division. Je me suis dit que bon, voilà une situation qui me met dans l'embarras. Un journaliste sportif qui va jouer en première division, il va falloir choisir. Et je crois que l'amour pour le sport, le fait que j'étais pratiquant, le sport que j'étais sur le terrain, le fait que j'ai côtoyé beaucoup de sportifs de grande valeur à travers mon pays d'adoption, la Côte d'Ivoire et bien sûr mon pays, le Burkina Faso, le fait que j'ai côtoyé ces grands sportifs-là m'a encore conforté dans cette idée de devenir journaliste sportif. Et je crois que lorsque j'ai eu cette opportunité avec naturellement Jean-Pierre Boudot, qui était également chroniqueur sportif à Radio Burkina et qui était mon professeur à l'université, je n'ai pas hésité un seul instant. Je me suis dit voilà, le boulevard est ouvert, comme on le dit, je peux m'engouffrer et puis essayer véritablement de servir dans ce métier que j'adore énormément. Radio Burkina, à l'époque des grands noms des journalistes sportifs, il y avait le mythe de la radio. Absolument. Et on envoyait même au stade qui avait leur transistor collé à l'oreille. Oui, oui. Je me rappelle effectivement. Oui. D'abord, je suis venu trouver des grands noms. Je voulais rendre hommage à ces grands, nos dénonciers, comme on a l'habitude de le dire. Et j'ai l'habitude de citer, par exemple, le regretté Tali Saka, que j'ai eu la chance de côtoyer quelques mois avant son décès. J'ai côtoyé également Gabriel Baroua, qui est toujours de seconde, qui quand même a participé à ma formation. J'ai côtoyé Francis Caboret. C'était des grands noms du micro, du journalisme sportif dans notre pays. Et j'ai appris auprès de ces grands noms-là. Et aujourd'hui, je peux dire que toute ma carrière a été bâtie grâce à leur expérience, grâce à leur encadrement, parce qu'à l'époque, naturellement, j'ai fait du journalisme pur et simple. Hein.
Il fallait maintenant avoir les b.a.-ba du journaliste sportif. Ça s'apprend. Et il faut avoir des doyens pour t'encadrer, voilà, pour maîtriser la discipline, etc. Et je pense que avec beaucoup de joie, Yannick Laurent Bayala, Gabriel Baroua, Francis Kabouré, et en langue nationale, il y avait l'arbitre. Voilà. Je me rappelle jusqu'à même au micro avec lui lorsqu'il prononçait cette phrase historique pour le sport national. Donc voilà, il y a d'autres qui se sont essayés à notre temps, mais qui ont raccroché par la suite. Je pense à Tombiado, je pense au regretté Koudoro Sawadgo, je pense à Godefroy Bazier, je pense à Bissop Jean-Pierre Sawadgo. Ils ont essayé ce métier, à un moment donné, ils se sont dit, certainement, je n'ai pas de talent qui sied pour excéder dans la narration sportive. Donc ils ont opté pour d'autres voies dans ce métier de communication, de journalisme, et qui est vraiment, à mon avis, très très large. Donc voilà des aînés qui ont ouvert la porte lorsque nous sommes arrivés, qui nous ont encadrés. Et je me rappelle le premier moment au niveau de la narration sportive, je suis arrivé avec le regretté Koudao Saorgo, Jean-Pierre Ilboudo qui était devenu directeur de la radio nationale. Nous dit voilà, aujourd'hui je ne pouvais pas aller au stade. Il y a une ligne qui est ouverte du côté du 4 août. Vous allez arriver, Koudao Saorgo et vous allez vous débrouiller pour qu'on puisse suivre le match. Le baptême de feu. Voilà, c'était le baptême de feu. Imaginez un peu dans quelle crispation nous étions lorsque nous sommes arrivés au stade du 4 août pour la narration de ce match-là. Mais je crois qu'on a tiré notre épingle du jeu à la fin du match. Naturellement, le directeur a dit Alexis Konkobo, c'est parfait. Koudao, encore un petit effort à faire et vous allez pouvoir prendre en main véritablement toute la chronique sportive au niveau de Radio Burkina. Il y avait une saine concurrence entre journalistes avec un public très exigeant. Oui. Il y a des anecdotes de situations tendues avec le public sportif. C'est ça qui se retournait souvent pour indexer les journalistes. Absolument, parce que les spectateurs, ils avaient leur poste récepteur au niveau du stade. Hein. Ils sont là, ils écoutent le match à travers la radio-diffusion. À ce temps, il était très puissante la radio. Et ils regardaient en même temps le match. Alors maintenant, si dans tes commentaires, ils trouvent que tu n'as pas été objectif, naturellement, ils se retournent vers le studio, vers la cabine, pour t'invectiver copieusement avec le doigt. Des inconditionnels comme les Naviga. Voilà, les Naviga, ils étaient capables de te souffler parce que tu as mal parlé de l'ISO. Donc voilà, c'était vraiment à l'époque de la radiodiffusion où on avait vraiment une écoute absolument grande. On était, comme on le dit, on avait l'espace médiatique à nous. Voilà, le monopole était là, les émetteurs étaient en non-courte, ça partait très loin. On nous suivait de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, un peu partout parce qu'on avait des correspondances qui venaient tout le temps au niveau de la radiodiffusion. Donc, pour dire que nous avons eu des freins un peu partout à travers le continent africain. Donc, voilà un peu. Et puis, des fois, vous faites une narration des matchs, vous sortez, les supporters sont là, ils sont pas contents de vous parce que vous avez mal parlé de leur équipe. Alors, à ce moment-là, vous avez le calme, hein, vous gardez votre calme. Même les journalistes n'étaient pas épargnés. Oui, les journalistes n'étaient pas épargnés. Oui. Il y avait quand même des bons supporters. Et des supporters, lorsqu'ils arrivaient, ils commençaient à vouloir vous brutaliser. Il y a d'autres qui intervenaient, qui disent non, laissez les journalistes. C'est nos joueurs qui n'ont pas bien joué, c'est l'équipe qui est mal organisée. C'est pas la faute du journaliste. Et puis on nous étiquetait, tel journaliste était pro Asfa, tel journaliste pro Étoile Filante de Ouagadougou. Il y avait des penchants, non? Oui, peut-être on peut avoir des penchants, mais cela n'apparaît pas au niveau de la narration véritablement. Même si vous supportez une équipe comme l'USO, elle joue contre le Brésil. Si le Brésil mène 10-0, même si vous aimez l'USO, comment vous allez dire ce qui se passe sur le terrain, vous allez avoir le courage de dire également que l'USO n'est pas à la hauteur de la tâche. Et je crois que des fois il y avait des confusions à ce niveau et les gens pensaient que pour les matchs, on supportait les équipes. En général, souvent, on sent un peu cette façon de narrer de façon impartiale, mais quand c'est l'équipe nationale qui joue, souvent la passion, la passion on voit les supporters. Quand vous suivez même les reporters des autres pays, suivez un peu les journalistes français lorsqu'ils transmettent les matchs de l'équipe nationale de France. Il y a un penchant nationaliste qui apparaît, mais cela ne doit pas dominer la réalité du cœur. On doit rester journaliste et non supporter. Voilà. Avoir un penchant pour ta nation, pour ton pays, c'est normal, tu es un être humain, mais pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, il faut que le métier prenne le pas.
Le métier a des règles, il faut les appliquer. Et lorsque votre équipe n'est pas à la hauteur, il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire, faire une critique objective pour que l'encadrement technique, etc., puisse véritablement prendre en compte vos critiques dans le cadre de l'amélioration de la prestation de l'équipe. C'est important. Et je crois qu'il y a beaucoup qui le comprennent, il y a d'autres qui n'entendent pas de cette oreille, mais je pense que le journaliste doit rester dans son métier, doit rester dans les règles du journalisme pour rendre compte de l'événement aux auditeurs, aux téléspectateurs. Je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle lorsque les étalons de Burkina devaient rencontrer les SAP du Nigeria au Burkina Faso. Le fameux non pas le fameux SATER. Ça c'est le match retour. Je vais parler du match aller 1-1 ici à Ouagadougou. Ce jour-là, nous avons mis en place une stratégie de communication au niveau de la rédaction sportive de Radio Burkina où à une semaine du match, il y avait des commentaires, des interviews. On avait vraiment mis l'événement à la une de l'actualité au niveau de Radio Burkina. Et cela a vraiment suscité de l'engouement. Mais on s'est rendu compte que le nouvel entraîneur Barrios, qui est venu du Brésil, ne connaissait pas très bien les joueurs. À un moment donné, on a décidé, Gabriel Barois, Victorien Marienne et moi, normalement de donner l'équipe probable. Parce que le journaliste est capable de donner l'équipe probable. Un classement. Oui. Ça ne veut pas dire que forcément l'entraîneur doit appliquer ce classement lors du match. Mais en tant que journaliste qui suit les événements au niveau de notre pays, qui suit les équipes, qui suit les joueurs, je pense qu'on peut se hasarder sur ce terrain-là. Et si vous regardez, les classements probables existent toujours au niveau de la pratique de ce métier. Ce jour-là, on a dit qu'il fallait qu'un débat, il fallait paix à son âme, il y avait le Racing était à fond, on disait que cette équipe nationale doit tourner autour du Racing, etc. Mais c'est pas possible, ça provoquait un tollé, et le président de la fédération burkinabé de football, le regretté Philippe Tientraboum, n'a pas apprécié, il a écrit officiellement par l'entremise, par voie hiérarchique au ministère des Sports, au ministère de l'information, à la radio de diffusion, pour demander au directeur de nous sanctionner, comme quoi nous sommes allés loin, parce que nous, on était en train de vouloir épauler les joueurs, l'entraîneur, on se prend pour l'entraîneur, et cela a suscité une réunion entre le rédacteur-chef Baba Ama et Patrick Lessogo qui était le directeur, et comment dirais-je, je vais parler de Barois, Victor et moi. On était dans le bureau du directeur, on dit voilà ce qu'on vous reproche, on demande même ce qu'on vous sanctionne, et ce jour-là, sans bâtir chapeau à Baba Ama qui était le rédacteur-chef, qui a pris notre défense et qui a dit que ce que nous avons fait n'est que du pur journalisme, que le journalisme est en mesure de donner une équipe probable, mais il n'a pas dit à l'entraîneur de suivre à la lettre ce qu'il a dit. L'entraîneur peut choisir les joueurs qu'il veut, mais le joueur il attend à l'analyse finale de la prestation de l'équipe. Et sans vous mentir, cette action-là a eu des effets, puisque, tenez-vous bien, le classement que nous avons donné sur les antennes a été appliqué par Barrios, et ce jour-là, nous avons fait match nul 1-1, avec la grande formation des super élites au stade du 4 août. Ce jour-là, lorsque le train venait de Boba, les supporters, ils avaient du mal à attendre que le train arrive à la gare pour revenir. Ils sautaient à partir du stade du 4 août, du train. Pour rejoindre immédiatement le stade. Et c'était, je dirais pas la première fois, c'était vraiment un match historique inoubliable parce que le stade du 4 août était plein comme un œuf. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au retour du match, au retour, on a limogé Barrios. Non, il a démissionné pratiquement parce qu'à un moment donné, c'était bizarre. Il est rentré chez lui au Brésil. Isaac Rodrigo Sonoma a accompagné l'équipe à Souruléré. Et c'était 7-1, on se rappelle. Alors qu'on a ouvert le score avec Bemba Touré. Je me rappelle, c'était un match historique. Et on a sombré, on n'a pas pu aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça peut dire qu'on a pris des risques. On a apporté notre contribution, on a critiqué pour améliorer un peu le football. Le journaliste sportif est toujours indexé. On a vu même des stages de l'équipe nationale où on écarte un peu ces journalistes. Oui, parce que les gens veulent être on pense qu'ils vont créer des climats. Parce que les gens pensent qu'on ne doit pas les critiquer. C'est l'équipe nationale, non. C'est une équipe burkinabé qui va pour jouer une Coupe d'Afrique. Donc, on doit être comme des supporters, suivre l'équipe. Non. C'est pas le boulot du journaliste. Ça, c'est le boulot du supporter. Le journaliste, lui, doit continuer à faire son travail de manière honnête, à servir les populations à travers bien sûr une analyse objective et critique de la prestation de son équipe nationale. Je pense que c'est notre métier et les gens veulent qu'on change, mais on ne changera pas. On ne changera pas parce que c'est ça le journalisme. Maintenant, c'est vrai que partout à travers le monde, les mésententes entre journalistes et sportifs et dirigeants et joueurs, c'était pêle-mêle. C'est un domaine de passion, c'est un domaine où les uns et les autres n'aiment pas beaucoup la critique et
lorsque ça ne va pas, nous sommes obligés de critiquer. Une fois critiqué, les gens pensent qu'on veut les faire chasser de leur poste. Voilà, donc ce sont des ennemis, les journalistes. Ils ne veulent pas nous voir à la tête de la Fédé. Voilà pourquoi ils nous critiquent jusqu'à ce point. Mais toujours est-il que le travail est fait par les journalistes et dans le but d'améliorer la prestation d'une équipe nationale, d'un club, du sport de manière générale dans un pays. Parlant des grands noms, il y a Isaka sur place. Oui, il y a Isaka Ouedraogo. Les bons moments des stades. Mais vous, à l'époque, arrivé à ce niveau, comment vous gériez tout cela? Des admirateurs et parfois des mécontents. Oui, en dehors du stade, comment je vais vous dire une chose. C'est maintenant que la télévision a commencé à prendre le pas sur la radio. C'est normal, c'est l'évolution des choses. Marshall McLuhan l'avait prévu même, un grand communicateur de ce monde. Mais je veux dire, la radio était adulée, la télé était embryonnaire. Donc la radio était au top. Partout, tout le monde suivait la radio. La télé, c'était de 18h à 22h. Et puis, c'était difficile de retransmettre des matchs, limité techniquement, etc. Donc, c'était la radio qui était vraiment au firmament de l'audiovisuel à l'époque. À l'époque, nous étions véritablement adulés. Nous étions adulés. Et lorsque nous sommes dans la ville, on sait que les gens suivent véritablement ce que nous faisons sur les ondes. Et comme le Burkinabé aime le sport, naturellement, vous vous rendez compte que les divergences, la passion, dans ce domaine-là sont vraiment grandes à ce niveau. Donc on se retrouvait un peu face à des ennemis, entre guillemets, qui sont pas contents de nous parce qu'effectivement on n'a pas bien parlé de leur équipe, de leurs joueurs, mais je pense que on avait quand même cette manie de les amener à comprendre que nous faisons un métier de service public. Nous sommes là pour informer les populations, nous ne sommes pas là pour faire de la communication pour les clubs, parce que les gens confondent tout, et des fois on comprenait, des fois on se séparait avec la voix qui montait, et bien sûr, naturellement, des honnêtes citoyens et des personnes qui entraient en jeu et qui séparaient. Les disputes chaudes, voilà, du côté du stade du Catholique en ville, hein, et ça fait que on était toujours indexé, la critique était toujours là, etc. Mais je pense que cela ne nous a pas déstabilisés. Au contraire, nous a réconfortés, nous a confortés dans notre vision du journalisme sportif, apporter notamment notre contribution à l'émergence d'un sport, le rêve pour notre pays. Alexis Kokobo, puis vient le moment de créer un service sport à la télévision. Oui. Vous êtes envoyé à la télévision. Il semble qu'à l'époque, personne ne voulait y aller. Ah oui, ça c'est... C'était vu comme une punition. Voilà. Puisque la télévision était embryonnaire. Et moi, j'étais radio. Sans vous mentir, hein, jusqu'à présent, je suis un homme de radio. La radio, c'est mon hobby, comme on le dit, quoi, en anglais. Donc, à un moment donné, on a senti que la télévision avait besoin de journalistes. Patrick Dessongo était à la radio-diffusion comme directeur. Le regretté Azaz Saradgo était à la télé. Je vais avec l'Asran en Guinée pour la coupe CAF. On fait 1 à 1. Je reviens. Je suis convoqué par les deux directeurs. On me dit voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas rejoindre la télévision. Alors c'était une douche froide que j'ai reçue. J'ai commencé à la télévision. Moi, je suis bien à la radio. Non. Il y a un problème à la télé. Il n'y a pas de journaliste. Le service doit être renforcé parce que la télé prend de l'ampleur. Je dis, mais pourquoi vous avez regardé dans tout ça? Et c'est moi que vous avez choisi. Nous sommes nombreux. Il y a Francis Camoré, il y a Gabriel Baroua, il y a Victorien Marienne, il y a Kouda Sawadgo. Il y avait beaucoup qui faisaient quand même le sport à l'époque. On dit, non, c'est vous qui allez aller à la... Le plus jeune qu'on a, ouais. C'est vous qui êtes le plus jeune, et puis on pense que vous avez des qualités pour pouvoir donc relever les défis. J'étais là. Et comme c'est l'administration, à un moment donné, on a voulu d'obtempérer, comme on le dit. Je suis allé assister à une conférence de rédaction. Il y avait les doyens, les Adama Barou, les Plutin Sabaté, les Théophile Kinda, les Aruna Kindo, etc. Donc, j'ai assisté à la première conférence de rédaction. Sans vous mentir, je n'étais pas dans ma peau. Le lendemain, je suis à la radio. Voilà, parce que j'ai dit non, je ne vais pas. Et on m'a rappelé à quoi à Londres. Et Alexis, vous devez rejoindre la télévision. C'est comme ça que j'ai rejoint la télé, mais quelque part, ça a été un plus pour moi. J'ai appris à aimer la télé. J'ai appris à pratiquer la télé. Et je pense que j'ai pu tirer mon épingle du jeu. À la durant 18 ans de présentation de télévision.
télévisuel. À la télé, le magazine des sports s'impose. Vous êtes resté longtemps présentateur. On va parler de cette période-là, marquée par des grands matchs au Burkina. Absolument. Quel est le souvenir que vous gardez le plus? Oui, il y a beaucoup de matchs que je me rappelle. J'ai pratiquement été le pivot de la retransmission de la Coupe d'Afrique 98. Tous les grands matchs des étalons, c'était à mon micro, au stade du 4 août, parce que Abdou Diallo était du côté de Bobo Dioulasso. Donc moi, je suivais un peu l'équipe nationale de Burkina. Je me rappelle un peu de cette Coupe d'Afrique des Nations, inoubliable. C'était le premier grand événement que je retransmettais sur les antennes de la télévision. Le quart qui arrivait. Avec le quart de retransmission que nous avons eu grâce à la coopération belge. Aline Kouala était à l'époque directrice de la télévision. Les deux entités étaient d'ailleurs séparées. C'était pas activé. C'était la TNB et la RNB. Vous vous rappelez, réduire les distances et puis le plaisir partagé. Voilà, c'était à l'époque où les deux entités étaient, je le répète, séparées. Donc, la Coupe d'Afrique 98 est un événement grandiose pour moi. Que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier aussi le match en 96 à Bloemfontein, en Afrique du Sud, lors de la Coupe d'Afrique 2016, lorsque le Zamien, Kaloucha, Boila était en train de trier l'équipe nationale de Burkina. J'étais au stade, imaginez le micro entre les mains, et j'ai regardé les supporters burkinabés qui pleuraient, Mamadi Kwanda qui pleurait à chaudes larmes, et les Zamiens qui étaient vraiment dans une production d'ensemble extraordinaire, et l'équipe nationale de Burkina totalement étouffée. Et par la suite, naturellement, vous avez suivi avec le limogeage de Malo Saboté Drissa, etc., etc., le dernier match qui s'est joué à Port-Elisabeth, où nous avons perdu devant l'Algérie 2-0. Voilà des moments inoubliables. J'ai fait beaucoup de Coupe du Monde, Coupe du monde junior. Le fameux match nul avec la Côte d'Ivoire. Non, ça c'était le regretté d'Amérique qui était. Moi, j'étais en studio à l'époque, j'étais à la télévision, mais naturellement, il semble que j'avais un visage bizarre lorsque les Ivoiriens menaient, en attendant bien sûr l'égalisation, et lorsqu'on me mettait à l'antenne, je ressemblais à quelqu'un qui faisait circuler la tristesse au sein des populations burkinabées. Naturellement, je ne pouvais pas être très content, parce que c'était un match de défi, où il fallait véritablement montrer aux Ivoiriens que le Burkina a grandi dans son football, et cela a été une réalité avec Saboteur qui a réussi à contrer les éléphants du 2 à Félicia au plateau. Donc voilà, des matchs inoubliables. J'ai fait la Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis, junior, j'ai fait la Coupe du Monde des cadets à Nouvelle-Zélande, nous sommes allés jusqu'à Dunedin, j'ai fait les grands stades d'Afrique, sur le j'ai fait Félicia, j'ai fait le 26 mars à Bamako, j'ai fait le 28 septembre à Conakry, le stade mythique où le AFIA est triple champion d'Afrique, des clubs champions, etc., etc. Donc, j'ai traîné un peu ma bosse sur les grands stades d'Afrique et du monde, et cela m'a permis de me bonifier à travers bien sûr le carnet d'adresse, à travers bien sûr l'expérience acquise sur le terrain, et je crois que j'ai eu quand même la chance d'avoir transmis un peu cette expérience-là à la jeune génération actuellement en place à la RTB. Alexis Konkogo, vous avez quitté le micro depuis un certain temps, directeur commercial à la RTB, PCA, puis maintenant conseiller au CSC. Est-ce que vous avez souvent la nostalgie de ce micro-là? Vous avez vu ce matin comment je me suis retrouvé dans ma peau. En tout cas, on sent absolument, voilà, le micro me manque. Oui, le direct me manque, la narration me manque, parce que vraiment je me suis épanoui dans ce métier-là. Il faut avoir le courage de le dire. Et le micro, c'est une drogue. Il est difficile de s'en séparer. Et depuis 2008, effectivement, on m'a retiré le micro pour me propulser à d'autres responsabilités. Mais je vous assure que des fois, je suis assis au bureau et il y a des expressions de narration qui me viennent dans la tête comme ça. Il y a des situations de jeu qui me viennent dans la tête que j'ai envie de rendre. Et lorsque je suis à l'heure actuelle la Coupe d'Afrique des Nations de football ou même des matchs de la Ligue des Champions, je suis assis et c'est ma chaise, mais je suis dans une situation de journaliste sportif où j'analyse, je regarde, j'apprécie et à un moment donné même je fais un summary, un petit résumé du match pour dire que le BAB est resté. C'est difficile de s'en séparer et vraiment pour moi beaucoup se sont transformés en consultants sportifs. Oui. Après ça, j'ai quand même été consultant. J'ai travaillé pour une chaîne française, une chaîne de production qui envoyait des éléments un peu partout sur les chaînes africaines. Pendant des années, je suis toujours le correspondant de la RTI2 dans les émissions de débat sur le football burkinabé, le football africain, etc., etc. Je travaillais à Patrick Ouagadou au téléphone sur la RTI. Deux fois, j'ai fait des productions papier que je fais passer avec des pseudonymes naturellement, etc., etc. Et je suis
toujours plus ou moins un peu dans le monde du sport. Je n'ai pas totalement déconnecté. J'apporte ma contribution au niveau même de la consultation, etc., au niveau même des analyses, des conseils, etc., à certains dirigeants du football, du sport national. Vous l'avez déjà évoqué, la CAN du côté de l'Égypte, une CAN à 24, un premier essai. Comment vous jugez ce format? Donc, le trouve dilué? Non, moi je pense que c'est un format qui permet d'être beaucoup plus démocratique, pour parler comme les politiciens. Ça fait populaire, ça. Non, je vais m'expliquer. Oui. Ça permet de donner beaucoup plus de chance à des équipes africaines de pouvoir participer à cette fête du continent africain. Parce que j'estime que une Coupe d'Afrique des Nations, on retrouve les mêmes formations chaque 2 ans. À un moment donné, c'est un peu lassant. S'il y a des nouveaux pays, des nouvelles équipes qui arrivent à intégrer cette biennale du football africain, je trouve que ça donne de l'émulation, ça donne de l'intérêt, ça donne de l'entrain à la compétition. À ce niveau-là, je suis convaincu. Je suis convaincu que ce n'est pas dilué. Et la preuve est que on a failli aller sur cette analyse-là lors des premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on s'est rendu compte qu'après, voilà, sans saveur, mais après on s'est rendu compte que le niveau de la compétition a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous voyons le Madagascar déjouer les pronostics. Des invités surprises. Voilà, les invités surprises, on a vu Madagascar, le Bénin, mais de justesse. Malgré l'élimination, le Bénin est sorti par la grande porte. Même des équipes comme l'Ouganda, la Tanzanie, l'équipe comme, le Zimbabwe n'ont pas été ridicules. Vous avez vu le Zimbabwe, vous avez vu ces équipes-là, l'Ouganda qui a battu la RDC lors de ce premier match 2-0. Donc, quelque part, je sens un nivellement au niveau des forces, au niveau du football africain qui se dégage. Et cela donne du baume au cœur et permet véritablement aux différentes nations d'avoir confiance, de se dire nous ne sommes pas les petits poussés de football africain, nous également nous pouvons faire mouche. Au départ, en tout cas pour le Burkina, on disait, quand on partait à la Coupe d'Afrique des Nations, personne ne citait le Burkina comme équipe favorite dans la compétition, mais par la suite, le Burkina comptait. C'est vrai que nous ne sommes pas allés cette année en Égypte, mais le Burkina comptait. 2015, vous vous rappelez, la finale, personne n'a prédit. 2017, une place de 3e, et sans oublier la 4e place obtenue en 98. Mais le paradoxe est là, depuis ce passage à 24, le Burkina est absent, alors que quand on était à 16 équipes... Le Burkina s'est fait piéger. Comment on peut expliquer ça? C'est très simple, Le Burkina s'est fait piéger. Je pense que lorsqu'on a fait le tirage au sort, il y avait le Botswana, l'Angola, la Mauritanie, le Burkina a dit ce groupe-là est un groupe à notre portée. Nous devons forcément être du côté du Cameroun, puisqu'au départ c'était le Cameroun, avant qu'on retire l'organisation donnée à l'Égypte. Donc je pense qu'il y a eu cette appréciation de manque d'humilité au niveau donc de l'équipe nationale qui a joué sur l'issue du groupe. En plus du manque d'humilité par rapport aux adversaires, je pense qu'à un moment donné, on a misé beaucoup sur des joueurs véritablement qui ne jouaient pas. Si vous regardez notre équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'extérieur, qui en réalité banquettent. Et ce sont ces joueurs qui sont titulaires de l'équipe nationale. Donc, manque d'humilité, on a joué avec beaucoup de réservistes. Les gens n'auraient pas de compétition. Ça, c'est une réalité. Et la troisième réalité, il faut reconnaître que notre équipe nationale aussi est un peu vieillissante. Elle est un peu vieillissante, elle perd de sa verbe, elle n'a plus les jambes de 25 ans. Donc, cela joue énormément sur la production de l'équipe. Donc, voilà des raisons objectives qui ont fait que nous sommes aujourd'hui devenus spectateurs dans une Coupe d'Afrique où on devait être présent et on devait même être parmi les favoris. Parce qu'avec l'expérience qu'on a accumulée, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les analystes peuvent dire que le Burkina Faso est une équipe qui arrive à la Coupe d'Afrique des Nations et pour jouer le premier tour et repartir à la maison. L'entraîneur Paulo Duarte, en fin de mission, certainement une séparation se désigne selon sa... Non, c'est déjà fait. Oui, il a été notifié. Comment vous voyez là? Non, moi je pense que il faut un nom de choc. C'est lui le coupable? Non, il n'est pas le coupable. Il a eu pas de responsabilité. Si les responsabilités sont partagées, je vais lui donner un peu quelques raisons. Il a eu pas de responsabilité parce qu'il n'a pas su choisir véritablement les joueurs en forme du moment pour pouvoir donc aller à cette compétition. Il a eu pas de responsabilité parce qu'il n'a pas su avoir le discours qu'il faut devant les joueurs pour que ces gens prennent conscience que la Mauritanie et l'Angola peuvent nous créer des ennuis. Et voilà un certain nombre de griefs qu'on peut reprocher à Paulo Duarte, mais de manière générale, la Fédération
sa responsabilité, la cadre les joueurs, etc., etc. Même, je vais dire que les supporters ont une part de responsabilité dans cette élimination-là. Non, voilà, il n'est pas le seul responsable, je le répète, mais je dis simplement qu'il fallait un onde de choc, et l'onde de choc ne pouvait venir que du remplacement de l'entraîneur. Et je pense que déjà c'est le premier acte important que la fédération a posé. Maintenant, il faut trouver l'homme qu'il faut. On me parle d'un national, je vais vous dire tout de suite, un national ne peut pas mener notre équipe nationale, parce qu'il n'aura pas d'autorité. Comment vous... Voilà. On a vu des entraîneurs comme Saboteur, je le dis parce que aujourd'hui, nous avons des joueurs qui touchent 250 millions de francs CFA à la fin du mois. Ces joueurs-là, s'ils sont en mesure de donner de l'argent à un entraîneur, cet entraîneur-là ne pourra jamais lever la voix ou lui donner des instructions fermes à ces joueurs-là. Nous sommes des êtres humains. Il y aura une domination financière qui va s'inscrire dans le management. À ce niveau-là, l'entraîneur va succomber. Mais est-ce que c'est pas quelque part question de caractère national, on veut lui donner 1 million, 600 000, 800 000. Il sera mal payé. Il sera mal payé. Si un espace payé, on lui donne 20 millions. Vous voyez un peu. C'est aussi l'injustice à ce niveau-là. Mais si l'entraîneur a du caractère, on a vu Philippe Troussier, je me rappelle en 98, qui a mis de côté Dodoto, malgré... Mais il avait... Il avait le soutien. Est-ce que si un national a le soutien de la fédération, et même des autorités du pays, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi s'imposer à ces joueurs, dire voilà? Non, moi je pense que c'est bien déjà de donner les équipes seniors, les juniors, les cadets nationaux pour qu'ils se fassent la main. Lorsqu'on aura un entraîneur de la trempe du Saboteur, on pourra envisager cette éventualité-là. Parce que je vais vous dire une chose. Saboteur, en réalité, moi je ne l'appelle pas un entraîneur national. Saboteur aujourd'hui a traîné sa bosse au Mali, il est parti en Côte d'Ivoire, il a entraîné la Sekni Boza, le Sporting Club de Gagnois, il a entraîné des équipes nationales, à Bangui, etc., etc. Moi, je le considère comme un entraîneur international, c'est pas un national pour moi. Donc, il a fait ses preuves, effectivement, parce qu'il avait du caractère, il était bien formé, parce qu'il fait partie des premiers cadres qui ont été formés en Allemagne, en matière de football, compte tenu de son niveau intellectuel et la vie t'a pris. Donc, pour le moment, nous avons des bons entraîneurs, mais ces entraîneurs-là ont besoin encore d'être travaillés, comme on le dit dans le jargon. Avoir encore l'expérience avant de prétendre diriger l'équipe nationale de Burkina. Le débat aussi, mène aussi. Et puis l'assiette est faible. Ils sont mal payés. Le débat se mène aussi. Mais là, je ne suis pas d'accord. Hervé Renard au Burkina. Bon, ça dépend si on pourra le payer. Moi, je pense que c'est une question de cagnotte. Hervé avait beaucoup d'argent du côté du Maroc. Il a eu beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire. S'il va rester dans la fourchette de 20 millions par mois, il n'y a pas de problème. Les autres ont été dans cette fourchette. Les Paul Put, les Douarté et autres étaient dans cette fourchette. Si Renard va rester dans cette fourchette, il n'y a pas de problème. Mais ça m'étonnerait que Renard, qui a réussi à obtenir 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 pays différents, la Zambie et la Côte d'Ivoire, puisse accepter un tel salaire. Je dis ça m'étonnerait, ça d'être véritablement sûr. Le regard du professionnel, est-ce que vous avez des propositions? Pour l'encadrement technique? Oui. Non, je n'ai pas de nom, mais je pense qu'il faut un qui a du vécu, un qui a de l'expérience, qui a pu entraîner au niveau de la haute compétition, à mon avis, c'est très important. Et cela va permettre à cet entraîneur-là de pouvoir avoir la main sur notre équipe nationale. Si nous amenons un entraîneur qui n'a pas de vécu, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas un vécu au niveau de la haute compétition, c'est sûr que nous allons passer à côté de notre sujet. On est presque à la fin de cette émission, mais on va parler un peu de la VAR. La fameuse VAR. Oui, introduite à partir des quarts de finale, qui a déjà fait ses résultats. On a vu des matchs où les buts ont été validés. Le Ghana n'a pas eu cette chance. Est-ce qu'il fallait vraiment instaurer ça dès les débuts? Moi, je condamne la manière de faire. Une compétition reste une compétition. Une compétition doit se dérouler dans les mêmes conditions. On ne peut pas scinder une compétition en deux, dire que la première partie, il n'y aura pas de VAR, à partir du quart de finale, il y a la VAR. Comme si c'était 2 compétitions différentes. Je trouve qu'ici, il y a de l'injustice. Je trouve qu'ici, la réglementation est différente. Alors qu'ici, on doit aller sur les mêmes bases. On doit aller sur les mêmes bases pour permettre à tout le monde d'intégrer la VAR dans sa conception de la compétition. Parce que vous savez que la VAR joue psychologiquement sur les joueurs. Une fois qu'il y a la VAR, si le joueur voulait faire la faute,
il va se dire, même si je fais la faute, même si l'arbitre ne voit pas, la VAR va révéler qu'il y a une faute. À ce moment, je peux être pénalisé, sévèrement, et ça peut, si c'est dans la surface de réparation, donner lieu à un pénalty. À ce moment, le joueur va peut-être se retenir. Mais s'il n'y a pas la VAR, le joueur va se dire, je vais y aller. Il se peut que l'arbitre ne voit pas. Il peut aller à un langage. C'est pas toutes les actions que l'arbitre voit. À ce moment-là, vous voyez que la manière d'appréhender l'action est différente entre avoir la VAR et ne pas avoir la VAR. Donc pour moi, la philosophie un peu du jeu change. Ça change et je trouve qu'à ce moment-là, il y a un dérèglement au niveau de la conduite même de la compétition. C'est là que je ne suis pas d'accord avec la CAF. Si vous voulez instaurer la VAR, vous l'instaurez dès le début de la compétition. Vous ne pouvez pas arriver en pleine moitié et dire c'est maintenant qu'on va instaurer la VAR. Là, je pense que la CAF est passée à côté. Beaucoup parlent de manque de moyens, de manque de maîtrise. Il y a un manque de moyens. Il y a eu déjà un précédent, oui, le match qui doit être joué. La Ligue africaine de football. S'il y a un manque de moyens, il y a un manque de matériel, il y a un manque de cadre, vous attendez. Vous continuez à jouer sans la VAR, la Coupe d'Afrique. Le jour que la CAF va réunir l'ensemble de ces moyens, on y va à la VAR. Ou bien, on peut le faire comme ça. En Europe, il y a des compétitions aujourd'hui, il n'y a pas de VAR. On a essayé la Coupe du Monde, il y a eu la VAR, mais il y a des Coupes du Monde qu'on a joué. Bon, c'est vrai que la VAR vient d'arriver, mais on n'a pas utilisé la VAR. Donc voilà, moi je veux qu'on soit dans une logique. C'est la logique qui me dérange ici. Moi je veux bien la VAR pour améliorer le jeu, pour qu'il y ait moins d'erreurs possibles, pour que le meilleur véritablement gagne. Je veux bien ça, mais il faut mettre tout le même dans le même domaine de définition, comme je l'ai dit. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Une dernière question, on ne peut pas parler de la JSV, que vous avez dirigé pendant longtemps. Vous avez passé la main. Je suis fier de voir que... Vous pensez que les journalistes doivent faire la promotion du sport? Si, il faut faire la promotion du sport. Il faut faire le service public. Le journaliste n'est pas là pour un club. Le journaliste n'est pas là pour un dirigeant. Le journaliste n'est pas là pour ses humeurs. Le journaliste est là pour le service public. Le journaliste est là pour critiquer objectivement, pour analyser, pour permettre aux dirigeants de se remettre en cause et d'améliorer l'administration du sport, d'améliorer les sélections, d'améliorer la pratique sportive dans notre pays. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est accompagner, faire en sorte que la promotion du sport soit une réalité dans notre pays. Mais si les journalistes viennent sur les antennes, parce qu'ils ont été téléguidés par un dirigeant pour émettre des critiques qui ne sont pas objectives, parce qu'ils ont été soudoyés quelque part, je trouve que là, c'est vraiment aller contre l'éthique de notre métier. C'est aller contre l'éthique, et je le dis sincèrement, il y a des journalistes effectivement dans ce métier-là qui, ayant le courage de le dire, vont contre l'éthique de notre métier. Là, la GSP doit travailler justement à amener tout le monde sur le bon chemin. Et c'est ce qui m'a amené, avant de partir de la GSP, à créer la commission d'éthique au sein de la GSP, pour regarder un peu ce que les gens font, pour lire les articles. Est-ce que ce sont des articles partisans? Est-ce que ce sont des analyses partisanes? Est-ce que ce sont des comportements qui sont de nature à nuire à l'éthique de notre sport? Et ces gens-là, normalement, doivent être face à la commission éthique qui doit relever un certain nombre de manquements. Elle fonctionne, cette commission-là, elle est dirigée par Kader Traoré, de l'Observateur Palga, et j'espère que c'est la jeunesse entre elles, et les jeunes pourront, en tout cas, se servir pour améliorer les prestations d'ensemble dans ce métier. Alexis Konkobo, nous allons vous dire merci d'être venu dans le studio de Radio Burkina. Ça avait beaucoup de plaisir, c'est moi qui vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Merci de m'avoir écouté.